En un jour d'été apparemment ordinaire, le 19 juillet 1989, le vol 232 de United Airlines se préparait pour un vol de routine. Parti de Denver, dans le Colorado, le gros porteur DC-10 était à destination de Philadelphie, avec une brève escale prévue à Chicago. À bord se trouvaient 296 âmes, 285 passagers et 11 membres d'équipage, tous prêts à atteindre leur destination. Parmi eux, le commandant Al Haynes, un pilote chevronné avec des décennies d'expérience, aux commandes de l'énorme appareil. Personne ne se doutait que ce vol ordinaire allait bientôt se transformer en une histoire extraordinaire de courage, de résilience et de la mince frontière entre la vie et la mort. La première partie du voyage, de Denver à Chicago, s'est déroulée sans incident. Les passagers se sont installés dans leur routine, profitant des divertissements en vol ou rattrapant leur travail. Certains lisaient des livres, d'autres regardèrent des films, tandis que quelques-uns travaillaient sur leurs ordinateurs portables. L'équipage de conduite a exécuté ses tâches avec une efficacité habituelle, leurs mouvements, une symphonie bien rodée de l'expérience. Les hôtesses de l'air et les stewards veillaient au confort et à la sécurité de tous. Alors que le DC-10 volait à une altitude confortable de 11 000 mètres, un sentiment de normalité régnait dans la cabine. Le soleil brillait à l'extérieur, projetant une lueur chaude sur les nuages moelleux qui parsemaient le ciel azur. La vue était à couper le souffle, une mer de coton sous un ciel sans fin. C'était une image de parfaite tranquillité, un contraste saisissant avec le chaos qui allait bientôt se dérouler. À l'insu de ceux à bord, un défaut minuscule, presque invisible, se cachait au cœur du moteur arrière de l'avion. Cette imperfection apparemment insignifiante, une fissure de fatigue dans un composant essentiel du moteur, allait bientôt déclencher une chaîne d'événements qui repousserait les limites de l'habileté et du courage humain. Dans le monde de l'aviation, même le plus petit défaut peut avoir des conséquences catastrophiques. Les mécaniciens et les ingénieurs travaillent sans relâche pour prévenir de tels incidents. Et pour les passagers et l'équipage du vol 232, ce moment catastrophique approchait à grands pas, prêt à bouleverser leur vie à jamais. À environ 13h09, heure du centre, alors que le DC-10 planait au-dessus de l'Iowa, une explosion assourdissante a déchiré l'avion, arrachant les passagers à leur paisible rêverie. Ce moment de calme a été instantanément remplacé par un chaos inimaginable. Le moteur arrière, désigné comme moteur numéro 2, avait subi une panne non contenue, projetant des éclats d'obus à travers la section arrière de l'avion. Les débris ont causé des dommages catastrophiques. La violence de l'explosion a été ressentie dans toute la cabine, projetant les passagers contre leur ceinture de sécurité et envoyant une vague de panique à travers l'avion. Les cris et les pleurs ont rempli l'air, ajoutant à la confusion. Dans le cockpit, les premières secondes suivant l'explosion ont été un flou de bruit, de confusion et de voyants d'avertissement clignotants. Les pilotes ont dû réagir rapidement pour comprendre l'étendue des dégâts. La force de l'explosion avait sectionné les 3 systèmes hydrauliques, le cœur des gouvernes de l'avion. Sans ces systèmes, l'avion était pratiquement ingérable. Sans pression hydraulique, les pilotes se sont retrouvés sans aucun moyen de contrôler les ailerons, la gouverne de direction ou la gouverne de profondeur de l'avion, les composants essentiels pour diriger et maintenir la stabilité. Ils étaient maintenant dans une situation désespérée. Le vol 232 était en fait un planeur de 80 tonnes, filant dans les airs à plus de 500 km à l'heure, complètement à la merci du vent. Chaque seconde comptait. Le commandant Haynes, la voix remarquablement calme, au milieu du chaos, a rapidement évalué la situation et a déclaré une urgence au contrôle aérien. Son sang-froid était crucial. « Nous avons un problème ici », a-t-il signalé, ces mots trahissant la gravité de leur situation. Chaque mot pesait lourdement. « Nous avons perdu toute l'hydraulique et nous ne pouvons pas contrôler l'avion. » La situation était critique. Le message glacial a envoyé des ondes de choc à travers la tour de contrôle, alors que la gravité de la situation s'imposait. Les contrôleurs aériens savaient qu'ils devaient agir vite. Ce n'était pas un exercice, pas une simulation. C'était une véritable urgence. Le vol 232 était en grave danger, et la vie de toutes les personnes à bord était en jeu. Chaque décision prise dans les minutes suivantes serait cruciale pour leur survie. La perte de toute l'hydraulique présentait un défi comme aucun équipage n'en avait jamais rencontré. C'était une situation sans précédent, une épreuve qui allait tester les limites de leurs compétences et de leur endurance. Les manuels de vol, leur bible habituelle en cas de problème, n'offraient aucune directive pour une situation aussi inédite. Ils étaient livrés à eux-mêmes, sans filet de sécurité,
face à l'inconnu. Le temps pressait car le DC-10, paralysé, privé de sa capacité à maintenir une trajectoire de vol stable, commençait à osciller sauvagement, son nez montant et descendant dans un cycle fugoïde terrifiant. Chaque seconde comptait, chaque mouvement était crucial. Chaque oscillation rapprochait l'avion d'un décrochage, un scénario qui le ferait tomber du ciel. La gravité de la situation ne pouvait être sous-estimée. Avec le spectre d'un décrochage catastrophique qui se profilait à l'horizon, le commandant Haynes et son copilote, William Rickards, se sont lancés dans une tâche désespérée, presque inimaginable, tenter de contrôler l'avion en utilisant uniquement la poussée différentielle des 2 moteurs d'aile restants. C'était une manœuvre audacieuse, jamais tentée auparavant. En ajustant délicatement la puissance de chaque moteur, ils pouvaient exercer un semblant de contrôle sur le lacet et le tangage de l'avion, quoique d'une manière rudimentaire et imprévisible. Chaque ajustement était une danse délicate entre la vie et la mort. C'était un effort herculéen, exigeant une concentration inébranlable et une main délicate. La tension dans le cockpit était palpable, chaque membre de l'équipage jouant un rôle crucial. La moindre surcorrection sur les manettes des gaz pouvait faire dévier l'avion hors de contrôle, tandis qu'une trop faible intervention les laisserait impuissants face aux forces aérodynamiques qui secouaient à l'avion. Ils devaient trouver un équilibre parfait, une tâche presque impossible. Le cockpit, autrefois un havre de calme et de précision, était maintenant un champ de bataille où l'homme combattait la machine dans une lutte désespérée pour la survie. Chaque alarme, chaque lumière clignotante ajoutait à la pression. Le sort du vol 232 et la vie de tous ceux à bord reposaient précairement sur leur capacité à maîtriser cette méthode de contrôle peu orthodoxe et totalement impitoyable. Leur détermination et leur ingéniosité allaient être mises à l'épreuve ultime. Alors que l'avion effectuait son approche tendue vers Sioux City, l'équipage et les passagers se préparaient à ce qui allait arriver. L'atmosphère dans la cabine était palpable. Tout le monde savait qu'il faisait face à un moment critique. La communication entre le cockpit et le contrôle aérien était claire, calme et ciblée. Mais l'urgence était indéniable. Les pilotes, s'appuyant sur leur vaste formation et leur expérience, ont exécuté chaque manœuvre avec précision. Au sol, les services d'urgence étaient déjà en place, préparés au pire, mais espérant le meilleur. C'était un moment suspendu dans le temps, où chaque seconde semblait une éternité. L'atterrissage forcé fut un moment de terreur pure, suivi d'un silence étrange. Les survivants ont émergé des décombres, hébétés, mais reconnaissants d'être en vie. Les secours sont arrivés rapidement, fournissant une aide et un réconfort indispensable. Les conséquences ont été une scène de chaos et de résilience, alors que les gens se sont rassemblés pour s'entraider dans ces moments critiques. Dans les jours qui ont suivi, des histoires de survie et de perte ont commencé à émerger. Chaque récit était un témoignage de l'esprit humain, mettant en valeur un courage incroyable et une douleur déchirante. Des familles ont été réunies, tandis que d'autres ont fait face à la douleur inimaginable de la perte. Ces histoires, bien que profondément personnelles, ont mis en lumière la force et la compassion au sein de la communauté. Honorer ceux qui ont été perdus et ceux qui ont survécu est devenu une mission collective. Des monuments commémoratifs ont été érigés et des cérémonies ont eu lieu pour se souvenir des vies touchées par l'accident. Cet événement a également stimulé les progrès en matière de sécurité aérienne, garantissant que les générations futures bénéficieraient des leçons apprises. En nous souvenant du passé, nous façonnons un avenir plus sûr et plus résilient pour tous.